Bonjour tout le monde. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est cette grosse affaire Vivendi. Est-ce que Bercy a réellement fait un cadeau de 320 millions d'euros à la société Vivendi? C'est encore une fois, toutes les informations que je donne, elles sont accessibles en ligne, elles sont issues des décisions de justice, elles sont issues des articles de loi, je n'invente rien. Je ne fais que lire et donner ma propre analyse. Moi, je ne pointe du doigt personne. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe, c'est que Vivendi, c'est une société qui est à l'international et au début des années 2000, ils ont acquis un certain nombre de titres d'une filiale de General Electric, société américaine. General Electric continuant de détenir à peu près 80% de sa filiale. Donc il n'y a pas une volonté de prise de contrôle de cette filiale, de cette société par Vivendi. Néanmoins, Vivendi fait le choix d'opter pour le régime, ce qu'on appelle le régime Murphy. Donc, le régime Murphy, c'est un régime qui permet de faire remonter du dividende à une société holding en franchise d'impôt. Donc, le bénéfice est imposé au niveau de la filiale, il remonte à la holding, donc c'est un bénéfice qui a déjà été imposé. Donc, en vertu du principe de neutralisation des doubles impositions, on ne va pas le réimposer sur la holding. Je vous simplifie énormément les choses. La particularité du régime Murphy, c'est qu'il y a un engagement de détention des titres pendant une durée de 2 ans. Donc il faut détenir les titres pendant au moins 2 ans, on s'y engage, afin de bénéficier de cette franchise d'imposition pour leur remontée de dividendes. C'est ce que fait Vivendi. Sauf que Vivendi, se rendant compte que son opération est déficitaire, les titres qui ont été acquis et qui étaient originairement détenus sous la forme, qui avaient été déclarés sous la forme de titres de participation, donc ça va être de la participation dans des sociétés, pas dans un objectif de spéculation ou d'enrichissement, mais vraiment dans un objectif d'investissement dans d'autres filiales. Ces titres qui ont été enregistrés, qui ont été comptabilisés sous la forme de titres de participation, Vivendi va faire une rectification et les déclarer sous la forme de titres de portefeuille. Le titre de portefeuille, à l'inverse, c'est vraiment dans un objectif de rentabilité, de réaliser une plus-value. Et la condition pour comptabiliser des titres sous la forme de titres de portefeuille, c'est de les détenir pendant un maximum de 2 ans. Et donc là, directement, on voit l'incohérence entre l'option pour le régime Murphy qui suppose la détention pendant minimum 2 ans et la comptabilisation sous la forme de titres de portefeuille qui nécessite une détention inférieure à 2 ans. Premier élément qui a mené l'administration fiscale à déterminer qu'il y avait une intention délibérée de frauder. Alors, pourquoi avoir opté pour ce régime de titre de portefeuille plutôt que de titre de participation? Parce qu'un titre de participation ne permet pas d'imputer une éventuelle moins-value. Vous achetez des titres à 1 million d'euros, vous les revendez à 500 000 euros, vous faites une moins-value de 500 000 euros, cette moins-value n'est pas imputable sur le bénéfice à venir. À l'inverse, sur un titre de portefeuille, étant donné qu'on est sur une volonté spéculative, une volonté économique, ça rentre dans le cadre d'une opération économique, et dans ce cas-là, la moins-value qui est réalisée est imputable à l'avenir. Dans le cas de Vivendi, la filiale qui a été acquise, les titres de la filiale de General Electric qui ont été acquis, a engrangé une moins-value qui, en comptabilisant cette moins-value, a permis à Vivendi d'économiser 800 millions d'euros d'impôts sur les sociétés, en reportant cette moins-value sur les bénéfices des années suivantes. L'administration fiscale a donc procédé à ce qu'on appelle une vérification de comptabilité, qui est la toute première étape de ce qu'on appelle grosso modo le contrôle fiscal. L'administration fiscale dit la comptabilisation de ces titres n'est pas correcte, première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il y a à minima une conscience de la mauvaise comptabilisation de ces titres. Donc ce n'est pas juste une erreur, ce n'est pas juste une méconnaissance de la bonne comptabilisation, c'est réellement ce qu'on appelle une erreur délibérée à minima. Troisième chose, si on en croit l'article du Canard enchaîné, à l'origine, l'administration fiscale aurait poursuivi Vivendi non pas sur une erreur délibérée, mais sur ce qu'on appelle des manœuvres frauduleuses. Les manœuvres frauduleuses entraînent une pénalité de 80% lorsqu'elle elle est démontrée. L'erreur délibérée, c'est une pénalité à 40%. Alors pourquoi l'administration fiscale, qui au départ sollicitait une pénalité à 80%, est revenue en arrière pour solliciter une pénalité de seulement 40%? Sur ce point, de mon point de vue, c'est une décision qui est logique. Pourquoi? Parce que la manœuvre frauduleuse nécessite 3 critères. Un, il faut qu'il y ait une erreur délibérée, donc une volonté
de frauder. 2, il faut que cela provoque une économie d'impôt pour le contribuable. Et 3, et c'est le point le plus important, il faut qu'il y ait une volonté de dissimulation de certains éléments à l'administration fiscale. Donc il faut volontairement ne pas tout déclarer. Dissimuler des choses, notamment ce qui se voit régulièrement, ce sont des activités occultes, mais il faut entreprendre cette démarche de ne pas tout déclarer à l'administration fiscale. Et dans le cas de Vivendi, il n'y a pas une dissimulation. Ils n'ont pas acquis des titres et dissimulé cette acquisition. Tout a été déclaré, tout est parfaitement transparent. Il n'y a que cette erreur sur la comptabilité que l'administration fiscale a considérée comme délibérée et qui a été validée, cette appréciation a été validée par la Cour administrative d'appel, puis par le Conseil d'État. Pourquoi est-ce que le Conseil d'État et avant lui la Cour administrative d'appel n'ont pas laissé beaucoup de doutes sur le caractère délibéré de cette erreur? Comme on l'a dit auparavant, il y a d'abord cette incohérence entre l'option pour le régime Murphy qui nécessite de détenir les titres pendant au moins 2 ans et la comptabilisation en titres de portefeuille qui nécessite de détenir les titres pendant un maximum de 2 ans. Donc, en optant pour le régime Murphy, dès le début, Vivendi a fait passer le message selon lequel ils ont la volonté de détenir ces titres sur le long terme. Et donc, ce ne sont pas des titres de portefeuille. En revenant dans un second temps, en constatant qu'il y aurait une moins-value, c'est une décision qui est à rebours, c'est une décision qui est prise a posteriori, mais la volonté initiale n'est pas d'acquérir des titres de portefeuille. Donc ça, c'est le premier élément qui permet à l'administration fiscale de dire on est face à une erreur délibérée. Le deuxième élément, il est, on va dire, plus personnel, c'est qu'on est face à une société qui est internationale, qui acquiert des titres à l'international, qui dispose de moyens et de compétences, notamment en matière de fiscalité. Ils ne pouvaient pas se tromper, ou à minima, ils n'auraient pas dû se tromper, étant donné les moyens qui sont à leur disposition. Et donc, quand on met tous ces éléments à la chaîne, effectivement, l'administration fiscale de bon droit considère que l'erreur qui a été commise par la société Vivendi est nécessairement une erreur qui est délibérée. Elle est volontaire. Et donc, il y avait une volonté de Vivendi de mal comptabiliser ces titres acquis auprès de la filiale de General Electric pour justement réaliser une économie d'impôt. Donc, la pénalité à 40% plutôt qu'une pénalité à 80%, où la volonté de dissimulation aurait été trop compliquée, voire impossible à démontrer, est logique. Donc, ici, on a un passage de 80% de pénalité à 40%. La Cour administrative d'appel a rendu son arrêt, le Conseil d'État a rendu son arrêt qui valide l'arrêt de Cour administrative d'appel. On est donc face à une décision qui est définitive et qui est exécutoire. Il n'y a plus de voie de recours en droit interne à Vivendi pour échapper à cette sanction. Donc on a bien ces 40% qui sont fixés mais qui sont plus contestables. Sinon, il faudra aller au niveau européen, ça peut prendre des années et surtout, c'est pas suspensif. Donc là, très typiquement, la seule chose que l'administration fiscale avait à faire, c'est aller toquer à la porte de Vivendi, demander le paiement des impôts et de ces 40% de pénalité. C'est pour ça qu'on parle de 800 millions d'euros et de 320 millions d'euros de pénalité, 320 millions représentant 40% des impôts. Et de manière assez étrange, voire inexplicable, et de ma jeune expérience, je n'ai jamais vu ça, l'administration fiscale a décidé d'abandonner cette pénalité de 40%. Et ça, c'est particulièrement étonnant pour une raison particulière, c'est que nous sommes en présence de la mauvaise foi du contribuable. Comme on l'a dit, l'erreur est délibérée. Donc c'est volontairement que le contribuable a souhaité éluder l'impôt, on va donc considérer qu'il est de mauvaise foi. Lorsqu'il y a mauvaise foi du contribuable, l'administration fiscale n'accorde jamais le dégrèvement des pénalités. Et il semblerait, d'après l'article du Canard enchaîné, que cette décision elle vienne directement de Bercy, donc du ministère de l'économie. On ne sait pas pourquoi. Encore une fois, juridiquement, l'administration fiscale a le droit de le faire. Elle peut accorder ou refuser un dégrèvement de manière discrétionnaire et non motivée. C'est à sa libre discrétion. D'un point de vue extérieur, en se mettant à la place de monsieur et madame tout le monde, de vous et moi, on se dit, bah, l'État est fort avec les faibles et faible avec les forts. Pourquoi accorder
ce cadeau à Vivendi alors qu'on a une décision qui n'est plus contestable et qu'il suffit d'aller taper à leur porte pour récupérer cet argent. D'autant plus que Vivendi, c'est une société qui est solvable, qui a cet argent. Il y a littéralement rien qui justifie d'effacer cette pénalité. On n'est pas face à une société qui, si elle paye cette pénalité, finit coulée, on a des milliers de salariés au chômage. Non, c'est pas le cas. On est face à une société qui est solvable, d'autant plus que s'il y a eu l'imputation de cette moins-value sur des bénéfices futurs, c'est qu'il y a eu des bénéfices futurs qui en plus n'ont pas été imposés. Donc il y a du bénéfice, il y a de la liquidité, il y a des choses à aller chercher, c'est un groupe qui est énorme, qui fait des affaires. Bon, ça, c'est très étonnant et quand même, j'ai préparé un petit tableau, donc je vais vous montrer mon petit tableau, avec les différentes pénalités qu'on peut retrouver auprès de l'administration fiscale. Petit cours de fiscalité, donc on va avoir différents niveaux de pénalité. Avec l'administration fiscale, c'est pas comme en droit pénal. En droit pénal, vous avez par exemple une amende qui va être 10 000 euros d'amende pour je ne sais quelle infraction. Donc ça va être l'amende maximale, mais vous pouvez avoir une amende qui va être inférieure. En droit fiscal, vous avez des taux qui sont fixes. Vous faites une erreur, il y a un taux qui est associé, il n'y a pas de négociation. Est-ce que je peux avoir 7,5%? Non, c'est 0 ou c'est 10. La première chose déjà, c'est les intérêts de retard. Et ces intérêts de retard, ils sont calculés par mois. C'est 0,2% d'intérêts de retard par mois. Vous vous dites, bon, bah, c'est pas énorme. Sauf que si on vient vous récupérer maintenant pour l'impôt qui était dû il y a 3 ans, ah bah, ça commence à chiffrer. Ça, encore une fois, les intérêts de retard, tout comme les majorations à 10 et 20%, vous avez toujours la possibilité d'en demander le dégrèvement et c'est souvent accordé. Majoration pour retard de déclaration, donc ça, alors ça, c'est plus le cas maintenant sur l'impôt sur le revenu parce qu'il y a une déclaration qui est automatique et que si vous déclarez pas, ben, vous avez la déclaration enfin, on vous envoie une déclaration pré-remplie, si vous bougez rien, c'est cette déclaration qui est déposée. Si il y a une mise en demeure de déclarer, dans ce cas-là, on passe à 20%. La même chose en cas de retard de paiement, mais là, on passe à 5 et 10% en fonction de l'impôt qui n'a pas été payé. Des pénalités qu'on va appeler de mauvaise foi, associées à cette notion de mauvaise foi. Donc on a l'absence de déclaration plus de 30 jours après une mise en demeure. Donc si l'administration fiscale vous met en demeure de déclarer des revenus et que vous ne le faites pas après 30 jours, on va considérer que vous êtes de mauvaise foi. Il n'y a pas de tergiversation, parce qu'en plus, pour que l'administration fiscale vous mette en demeure, c'est qu'il y a déjà un retard qui est assez conséquent. Deuxième chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est manquement délibéré, ce qui est également appelé l'erreur délibérée. Donc c'est une insuffisance ou une omission volontaire dans une déclaration. Ensuite, à 80%, ça va être les manœuvres frauduleuses. Et comme je vous disais tout à l'heure, ces 3 critères, c'est l'erreur délibérée, l'économie d'impôt qui est réalisée, ou en tout cas, rechercher une économie d'impôt, et surtout, falsification, activité occulte. Donc il y a cette volonté de dissimuler ou de donner des informations dans la pratique qui sont faux. Donc si vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires et que vous n'en déclarez que 500, c'est considéré comme une manœuvre frauduleuse, parce qu'il y a cette volonté de dissimuler à l'administration fiscale la réalité de l'activité économique. Ça peut également être sur vos revenus personnels, notamment pour ceux qui font de l'achat-revente sur Vinted. Mes petits malins, faites assez attention à ça, parce que quand vous dépassez certains seuils, il faut déclarer. Ça devient du revenu professionnel, une activité qui est régulière. Vous êtes soumis, vous devez les déclarer. Donc si vous ne déclarez pas ça de manière volontaire, ou alors si vous ne déclarez, et ça c'est encore pire si vous déclarez qu'une partie et pas tout, là vous ne pouvez pas dire je ne savais pas. Si vous n'avez rien déclaré en disant bah, je ne savais pas que j'étais assujetti, ça peut se défendre, si c'est la première fois. Si vous déclarez qu'une partie et vous déclarez 500 euros et il y a 5000 euros sur un côté parce que vous ne voulez pas trop payer, là c'est un peu plus compliqué. Et on a enfin cette fameuse majoration pour opposition à contrôle fiscal qui a 100% de pénalité. Et donc ça, très clairement, c'est quand vous faites l'objet d'un contrôle fiscal et que vous ne collaborez absolument pas avec l'administration fiscale, c'est-à-dire que vous n'envoyez aucun document, vous ne vous présentez pas au rendez-vous, vous décrochez pas le téléphone, vous répondez pas aux mails. Bref, l'administration fiscale se retrouve face à un mur, ou presque, hein. Il peut y avoir des échanges, souvent d'ailleurs, c'est que va y avoir un avocat qui va échanger avec l'administration fiscale, et pauvre avocat que nous sommes, l'administration fiscale nous demande des éléments, on les a pas, on relance le client, et tout ce qu'on peut dire, c'est pas, si c'est demandé au client, il ne les a pas envoyés, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc voilà, grosso modo, c'est un peu toute cette galaxie d'explications autour de cette affaire Vivendi. Vous avez tous les liens sur ma bio sur Twitter. Et en parallèle, vous avez le serveur Discord qui a été mis en place également sur le bento dans ma bio.
et l'objectif, c'est de faire venir un maximum de monde pour qu'on travaille tous en synergie, que ce soit des étudiants, parce que là, il va y avoir la période des examens qui commence dans les prochaines semaines. On va avoir ensuite le CRFPA, il va y avoir les recherches de stage, les recherches d'emploi, les recherches de collaboration, partage de lettres de motivation, de CV, conseils entre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre tout le monde. Donnez de la force sur les réseaux et puis le plus important, la paix sur vous. À très bientôt.